l'agglomération, c'est pas forcément une délimitation qu'on n'est pas souhaitée. Ça, c'est la deuxième partie. Et troisième partie, si vous avez identifié des bons coupables, j'espère que vous aurez. Alors, d'accord, on a preneur de notes. On regarde la tunique. Ouais, tu prends une tunique comme ça, Hector. Les rois, ils s'appelaient David, Charles, et puis... je te vois mieux comme ça. Tout de suite. Oui, bah oui. Pour le jeu. Ça rappelle, il y a un tableau comme ça. La visite guidée en bas, donc vous pouvez me rejoindre ou pas. C'est intéressant. Jusqu'au bout ou pas, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait libre, aucun problème. Dès que je vous montre un petit peu l'ensemble du musée, sachant que je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, donc après si vous avez envie de regarder à côté, il n'y a aucun souci. Donc c'est un musée qui est ouvert depuis 1997. Et donc un musée municipal, et on l'a ouvert parce qu'on avait déjà une grande collection de cartes à jouer. La mairie en fait avait déjà eu un premier don en 1930
C'est un monsieur qui est installé à Issy-les-Moulineaux. Et puis après est venu se greffer d'autres donations. Et ensuite, c'est vrai que c'était l'idée dans les années 80, quand le maire André Santini, qui est toujours maire actuel, a lu cette collection, qui était intéressante. Et s'est dit qu'effectivement, ça serait une bonne idée d'ouvrir un musée montrant ces cartes à jouer, puisqu'en fait, il n'y a pas de musée qui montre des cartes à jouer en France. Donc, on fait partie des 7 musées exposant des cartes à jouer. Donc, le seul et unique en France. Donc, ça a mis un certain temps, des années 80 jusqu'à 1997, le temps de trouver le lieu aussi, puisque M. André Santini souhaitait faire aussi son musée municipal et des villes. Donc, vous avez aussi toute la partie histoire de la ville que là, je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais sachez que dans la partie qui est blanche, que l'on voit à l'extérieur, le bâtiment blanc qui est à l'extérieur, vous avez l'évocation de l'histoire de la ville et vous pouvez y accéder en allant tout droit. Il y a des escaliers qui vous mènent à 2 niveaux, voilà, avec des objets d'histoire de la ville. On expose plutôt les cartes françaises. On a voulu exposer les cartes françaises au centre. La zone des tarots, des cartes de tarot plutôt derrière vous. Ce qu'on peut faire avec les cartes à jouer. Alors il y a eu plein d'essais et puis on a eu aussi tout ce qui est art décoratif et aussi cartes d'artistes. Donc nous, on ouvre, on a des cartes non pas très anciennes, à part une carte du 15e siècle, mais elles ce sont pas les mêmes comme nous. Nous, on a en fait en réalité toujours le même jeu. C'est vrai que même si vous avez des toutes petites différences, on a toujours la même base. Mais quand on a commencé à fabriquer des cartes françaises et même européennes au XVe siècle, eh bien, il y a des régions qui vont se rejoindre et on va avoir des cartes avec des rois, dames, valets différents d'une région à une autre. Là, on va avoir ce qu'on va appeler, nous, des portraits. Alors, ce n'est pas au niveau du visage, mais c'est vraiment au niveau de la tenue. Donc là, on va avoir, en Auvergne, on va faire ce type de portrait-là, avec les collectionneurs vont savoir reconnaître justement un portrait d'Auvergne, parce qu'on n'a pas beaucoup d'indications sur les cartes à jouer. Et souvent, c'est les tenues. Donc, vous avez une tenue, là, vous avez un valet qui est en armure. En Auvergne, on fait les valets en armure, c'est le seul d'ailleurs, en armure. Et puis après, vous avez, là, ici, vous avez un portrait plutôt de Provence. On a essayé, en fait, d'alterner pour vous montrer un petit peu les différences, surtout de vêtements. Parce qu'on n'a pratiquement rien d'écrit. D'ailleurs, on ne peut pas franchement écrire grand-chose. Ces cartes qui sont assez simples, faciles à fabriquer. Des lutrins avec des jeux différents d'un côté et de l'autre. Donc là, on a toute cette partie-là, c'est plutôt des jeux italiens. Alors, c'est des jeux italiens. On propose des jeux italiens à la fois parfois anciens, mais aussi récents. L'idée, c'est de montrer aussi les cartes d'aujourd'hui, bien évidemment. Donc là, on classe toujours de la même manière. Donc là, la première ligne, ça sera les coupes. La deuxième, c'est l'épée. La troisième, c'est le bâton. Et la dernière, c'est le denier, la pièce d'or. Donc à chaque fois, les classifications sont pareilles. C'est des jeux différents, mais on essaye de classifier parce que sinon, c'est mieux pour le visiteur. Déjà qu'on a du mal, on ne connaît pas bien ces cartes, mais voilà. Donc là, beaucoup de couleurs. Ça, c'est pour les Italiens. Des cartes aussi allongées, de petite taille, mais beaucoup plus allongées. Un peu comme les cartes de tarot, qui vont être plus grandes, mais plus étroites. Puisque du coup, le tarot étant un jeu à la base italien, donc ils vont tout simplement reprendre leur jeu traditionnel et ils vont agrandir leur carte, mais toujours avoir une carte étroite. Petit à petit, ça va se réduire à un seul jeu. À cause de Napoléon Ier qui va exiger un seul jeu pour toute la France. Donc tous ces portraits régionaux vont disparaître, tandis qu'en Italie, ça va être conservé et toujours actuellement, vous avez toujours aussi des jeux très différents. Là, vous êtes devant des cartes allemandes qui sont très colorées et il y a aussi l'idée de mettre beaucoup de détails. En Allemagne, on est très à l'aise. Dans l'imprimerie, on va rajouter une petite maison, un petit anime imprimé au départ simplement avec un grand morceau de bois. Alors plus il est grand, mieux c'est parce que du coup, on va utiliser une grande feuille cartonnée et du coup, on va en faire beaucoup plus. Donc la couleur au pochoir. Donc il y a
après toute une superposition puisque vous avez une couleur par pochoir. Donc finalement c'est quand même assez long. Là vous avez la pression, mais alors après c'est la mise en couleur qui est quand même assez longue. Donc pour tous les pays, on procède dans un premier temps avec ces éléments-là. En France par contre, nous on va procéder avec cette technique-là seulement pour les figures. Parce que pour les cartes de points, on va utiliser le pochoir qui est là. On a deux exemples. On a un pochoir métallique ici qui était beaucoup utilisé parce qu'il est métallique, donc ça peut être réutilisé à l'infini. Derrière, un peu moins parce que vous avez un pochoir plutôt en carton. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire toutes les cartes de cœur en une seule fois. Après, tandis que les autres personnes, les autres pays, ben forcément, sont tributaires de faire toujours la technique du bois d'impression. Après, ça c'est dans un premier temps, c'est vrai qu'après on va mécaniser quand même la chose. La matière, le papier cartonné, c'est assez fragile, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plastification, la plastification arrive très tardivement. Et donc du coup, les gens n'achetaient pas un seul paquet de jeux, mais achetaient par paquet de 6, enfin un lot de 6 plutôt. Comme là, vous avez des petites bandes, une petite bande rouge et une petite bande bleue. Donc la petite bande rouge, c'est 6 paquets, donc on appelait ça un 6-1 de 52 cartes, et le bleu, un 6-1 de 32 cartes. Donc finalement, les cartes, elles ne sont pas enveloppées, elles n'ont pas des boîtes très rigides. C'est-à-dire que les cartes, on va juste les envelopper d'une toute petite enveloppe, un tout petit papier que l'on va déchirer. Très simplement, puisque du coup à la maison, on a des boîtes en bois bien solides où on va pouvoir glisser après les cartes à jouer. Donc pendant très longtemps, c'est juste un petit papier. Après, évidemment, quand le carton va être de bonne qualité, on fera des étuis corrects, bien sûr. Donc après avoir imprimé les cartes en un seul morceau, on va dire, bah forcément après il va falloir découper. Donc on va utiliser des ciseaux qui sont là. Venez voir, je crois que j'ai trouvé. Donc là vous avez des ciseaux, petits ciseaux de coupe. Là on a scénographié, donc avec les cartes qui sont disposées devant, on a découpé une par une. Donc là c'est vrai que du coup c'est un petit peu long forcément parce qu'on est obligé quand même de découper une par une. On va garder les cartes telles quelles. Et puis petit à petit, donc au début 20e, on va pouvoir découper. On a la possibilité de découper les coins d'un seul coup. Parce que le gros problème de ces coins, c'est qu'évidemment ça se corne très vite. On ne peut pas prendre le temps de couper chaque coin, c'est pas possible, c'est trop long. Donc on avait pris le parti que tant pis, hein, on ne découpe pas les coins, les gens achètent plus de jeux, c'est pas grave. Mais quand même, après au début 20e, on va empiler les cartes comme ceci. On les couper tous les coins d'un seul coup. C'est quand même plus facile que un par un, parce que c'était compliqué. Donc après, la dernière chose que l'on va... Alors, on a les coins coupés, on va aussi, à peu près à la même période, on va avoir des cartes, le dos des cartes imprimées aussi. Et puis après la plastification qui est quand même assez bien puisque on va pouvoir comme ça garder les cartes plus longtemps. C'est la bonne. L'accessoire du jeton qui va être très présent, alors notamment dans nos boîtes. Alors on en a mis plusieurs parce que c'est vrai qu'on en a pas mal. Donc c'était l'occasion de les montrer, ces boîtes de nains jaunes. Et comme c'est un jeu qui a eu vraiment beaucoup de succès, à la fois un jeu de cartes, à la fois un jeu avec des jetons de mise. Donc la mise, après la mise, ça c'est pour le nain jaune, mais la mise avant, on misait aussi pour d'autres jeux bien évidemment, hein. Il n'y a pas que le nain jaune, hein. Forcément on a eu d'autres jeux avant où on misait. Donc après on va avoir des coffrets qui sont là, et puis aussi des marqueurs. Donc des marqueurs, donc là où pour marquer les points. Donc on ne marquait pas les points sur un papier, un crayon, mais on devait du coup relever les petits onglets pour noter que l'on avait gagné un point ou qu'on était à la première manche. Après ça dépend, il y a les petits onglets pour les marqueurs de points et les autres onglets pour les manches. Si vous avez donc un jeu, c'était du coup différentes, les formes différentes également. Donc
au 15e, au 16e siècle, on n'a pas de règles écrites, de règles de jeu écrites. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas à quoi jouaient les gens. Il y a beaucoup de choses obscures dans les cartes à jouer, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, parce que ça a été beaucoup oralisé. En fait, le choix de plein de choses, bah, ça s'est fait là, en discutant, les gens discutaient. Donc on a supposé, s'il n'y avait pas de règles écrites, c'est que ça devait être des règles simples. Donc puisqu'on devait raconter, expliquer à l'autre, donc quelque chose d'assez simple, de mise ou de pari ou de choses comme ça, mais ça c'est une supposition puisqu'on n'a aucune preuve et on n'en aura jamais. Après, à partir du XVIIe siècle, on va avoir des règles très construites. Et les gens, du coup, très construits et très très élaborés, vraiment extrêmement compliquées, parce que c'est des cartes qui sont peintes à la main. Donc elles sont très fragiles, donc voilà, c'est pour ne pas les bousculer. Donc les toutes premières au bout, c'est des cartes qui viennent d'Inde, donc de format ronde. C'est voilà, c'est le seul pays au monde qui a choisi de fabriquer des cartes rondes, qui en fabrique également toujours. Donc là, ce n'est pas un seul jeu, on vous a mis deux types de jeux, un petit modèle et un grand modèle, mais on n'a pas pu vous mettre tout le jeu, parce que le problème c'est qu'en Inde, enfin le problème ils sont habitués, hein, au lieu d'avoir 4 enseignes, nous on en a 4, cœur, carreau, trèfle, pique, eux ils en ont 8 pour le jeu basique. Mais après, ça peut aller jusqu'à 10, 12. Donc évidemment, à chaque fois, ben, on a toute la série, quoi. On a les figures. Alors les figures, eux, n'en ont que 2 au lieu de 3. Enfin, malgré tout. Après, vous avez quand même toutes les cartes de points. Donc là, on n'a pas pu vous mettre toutes les cartes. C'est souvent dans des grands coffrets, d'ailleurs, qui sont aussi peints à la main. Très, très jolis. Des cartes beaucoup plus simples. Là, c'est de la peinture sur soie. Donc, en fait, c'est mis sur un petit carton. Mais ils ont des jeux tout à fait classiques en carton chez eux. Et c'est un jeu très très populaire au Japon. Ça s'appelle le jeu des 100 poètes. Et donc les Japonais, les Japonais, c'est les derniers, le reste du monde, on a parlé beaucoup de l'Europe parce que c'est vraiment très très européen la fabrication de la carte à jouer. Mais après, les Espagnols et les Portugais, ils ont amené la carte ailleurs, bien évidemment. Hein. Ils transportaient, ces voyageurs avaient des cartes à jouer. Donc les Portugais arrivent au Japon et donc les Japonais découvrent les cartes portugaises dans un premier temps et après ils vont tout simplement créer leur propre jeu. Donc là, à partir d'un recueil de leurs 100 plus beaux poèmes, eh bien ils vont les écrire sur des cartes à jouer. Donc petit casque avec les petits numéros, mais c'est vrai qu'on n'a pas de brochure ni rien. Donc en fait on peut se promener un peu. Moi j'ai commencé comme ça. Mais... Ah, voilà le passage. Avant d'aller voir les cartes de tarot, parce qu'on est juste à côté. Donc c'est vrai, comme ça, je peux finir avec les cartes françaises. Du passage de nombreux portraits en France, ben, on va passer à un seul portrait sous Napoléon Ier, avec plusieurs étapes. Donc d'abord, une première étape ici, avec un jeu proposé, des dessins au départ qui étaient assez grands, qui se trouvent à la BNF, dessinés par le peintre David. Donc on a adapté pour en faire un jeu. Le souci, c'est que c'est vraiment... Après, on se rend compte que c'est trop éloigné du jeu traditionnel que les joueurs avaient l'habitude de voir. Et surtout, on va avoir des soucis de reconnaissance entre les deux, le roi et la dame. Parce que souvent, le roi et la dame, pour ce jeu-là, sont habillés un petit peu pareil. Et donc, la difficulté était du coup de les différencier. Donc, on a essayé pour remédier. On a mis 3 petits points, 2 petits points et un petit point. Mais malgré ça, c'était tellement lointain par rapport au jeu que les joueurs avaient eu sous les yeux. On a laissé tomber ce jeu et on a étudié un peu. On s'est dit, tiens, on va reprendre un peu un portrait qu'on appelle le portrait de Paris. Et donc, on va faire... Voilà, on va essayer d'étudier. Il y a eu plusieurs phases. Hein, ça va démarrer en 1813. Et puis finalement, petit à petit, on arrive à notre jeu ici. Donc c'est un jeu de 1827 où là, on va avoir progressivement le jeu d'aujourd'hui, puisque du coup, à côté, vous avez plus différents jeux. Où là, que l'on retrouve quand même, hein, c'est quand même très très proche. Et petit à petit, on va mettre la double figure par rapport à la tenue entière, parce qu'évidemment, la tenue entière, c'était
très bien parce que c'était vraiment la reconnaissance de la région, enfin du coin où étaient fabriquées les cartes à jouer. Mais finalement, après, si on n'a plus qu'un seul jeu pour toute la France, c'était pas forcément utile de garder cette tenue. Et c'était beaucoup plus pratique d'avoir la double figure, puisque du coup, vous n'avez jamais la carte à l'envers, ce qui était quand même très très pratique. Donc après, du passage de ce jeu-là au jeu d'à côté, on va rajouter des petits détails. On va rajouter la numérotation, les petites lettres dans les coins. Très important, enfin ça aide beaucoup en fait de rajouter ces petites choses dans les coins, parce que quand on les tient en éventail, bah, le jeu est beaucoup plus rapide, évidemment. C'est vraiment la reconnaissance du vêtement. Chacun dans son petit coin, on va faire des graphismes différents. On va leur faire tenir des petits éléments aussi dans les mains, différents d'une région à l'autre. Et les prénoms vont apparaître plutôt à Paris. Donc un siècle après, au XVIe siècle, donc il y avait déjà eu un siècle où on fabriquait pas mal de cartes, et les maîtres quartiers parisiens vont individualiser un petit peu ces figures, parce que c'est pour se détacher un peu des autres régions. L'idée, c'est Paris, le gros souci, c'est que Rouen, étant une ville qui produit Quand on les touche pendant que tu y es, j'ai pas de renseignements. En tout cas, les jours de la nuit, il est évidemment. 78 cartes exactement, comme notre tarot à nous, de plus grande dimension, malgré tout, que notre tarot traditionnel. Peut-être, alors, est-ce que le format est lié aussi parce que c'était de la peinture, c'était peint à la main aussi, c'était un objet aussi précieux, donc on faisait quelque chose. Deux autres cartes provenant du même jeu, que l'on aura exceptionnellement pendant cette exposition que nous n'avons pas, puisqu'en fait ces deux cartes, c'est les cartes qui sont sur le côté à droite, c'est des cartes qui sont exposées au musée de Varsovie, donc ils vont nous les amener pour notre exposition. Et donc ces deux cartes proviennent, alors on a regardé les similitudes, mais c'est vrai que 3 cartes sur 78, ça fait très très peu, mais c'est le cas pour beaucoup de cartes enluminées. Parce que pendant très longtemps, ce qui est assez ennuyant parce que nous, quand on joue au tarot, on a quand même les atouts, les 22 cartes supplémentaires, où là, elles sont numérotées, forcément, elles sont quand même fortes. La totalité du tarot, si on peut, si on a toutes les cartes, parce que oui, en général, le tarot-là, on a quand même pas mal de cartes. Et là, c'est vrai que, autant en Italie, mais même en France, on va regarder les enseignes italiennes. Là, par exemple, les enseignes qui nous n'ont peut-être pas l'habitude. En fait, finalement, c'est un tarot qui vient d'influence allemande au départ. Finalement, après, les Français vont utiliser en fait beaucoup ce tarot-là. Ouais. Celui-là, c'est les noms du fou. Et celui-ci, du coup, va être des 7. Et la carte aussi va s'opérer de ce tarot-là. Est-ce que tu l'avais avec toi? Tu l'avais vu dans le musée? Ah oui, il est dans ma poche. Ah bah c'est bon. Alors, attention à votre tête en sortant. On va pas aller petit. Allez, on y va, on y va. On laisse. La table est rouge, elle aussi. Une large bande blanche divise verticalement le fond bleu vert de la demi-transparente de la vie de la Terre et les voies exposées.